Mais écoute, bonjour Ivan. Nous sommes heureux de t'accueillir au 14e rencontre d'Espace Marx. Et donc, tu es enseignant, tu es chilien d'origine et je crois que tu as la double nationalité. Et donc, tu vas nous parler un petit peu de la situation au Chili, si j'ai bien compris, avec une situation tout à fait intéressante et contradictoire, comme d'habitude. À toi, Ivan. Merci beaucoup. Je vais essayer clarifier un peu ce qui se passe au Chili parce que tout n'est pas clair, tout est un peu confus. Il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup d'espérance, mais il y a aussi beaucoup de dangers. Et bon, je vais dérouler ça plus en détail. Mais ce qui a commencé au Chili, une explosion sociale, comme l'estallido le 18 octobre 2019. Et après une grandeur immense qui a provoqué euh, un accord de paix et de nouvelles constitutions et que le gouvernement Piñera il a cédé dès les premières semaines, s'est rendu compte que les gros problèmes du Chili qui ont été déjà signalés auparavant, hein, surtout moi quand je suis allé passer 4 ans au Chili entre 95 et 98. Donc, je connais juste l'après Pinochet et l'installation définitive par le gouvernement dit de transition démocratique, l'installation définitive du modèle néolibéral qui n'est pas qu'économique. Et, donc, ça a mené à ce que nous aujourd'hui, c'est qu'un plébiscite pour dire oui, on veut changer la constitution. On a élu la convention constitutionnelle, parce qu'on n'a pas pu se passer, quand on dit on n'a pas, c'est le Parti communiste chilien avec d'autres forces de gauche, nous parlent aussi à obtenir une assemblée constituante. Et c'est différent dans la façon de travailler, de la façon d'accorder les choses. Nous avons une convention constitutionnelle de 155 membres, parmi lesquels il y avait 15 places réservées au peuple originaire. Ce qui est une nouveauté. Et ça aussi, c'est un acquis du mouvement social. De dire, voilà, ces peuples-là, ils existent, surtout les Mapuche, sont presque un million, un peu plus d'un million de personnes, et qui font partie intégrante du Chili. Et ils ne se reconnaissent pas chiliens, ils parlent d'un territoire chilien où ils sont dedans. Bon, c'est une vieille discussion. Alors, j'avais proposé un truc que le Chili sera-t-il capable d'initier la fin du néolibéralisme mondial? Pourquoi je dis ça? C'est parce que dans les premières semaines de l'explosion sociale, la pancarte qui a été mise au bout des 15 jours des manifestations assez dures, avec beaucoup de victimes, des blessés, des éborgnés, des aveugles même, et des morts, de violations, parce que la police il a profité de tout ça. Et il y a une grande banderole qui dit le néolibéralisme est né au Chili, il mourra au Chili. Parce que de toute façon, la conclusion qu'ils sont arrivés, le secteur le plus progressiste au Chili et le Parti communiste chilien, c'est que le néolibéralisme est incompatible avec la démocratie. On ne peut pas vivre dans des vitrines illuminées, donc tout ce qui est dans la vitrine n'est pas accessible à la grande majorité de la population. Voilà. Donc l'estallido social, c'est au Chili en 2009, a mis en lumière l'échec de la transition de la démocratie et l'échec du néolibéralisme. Suite à la dictature, donc il y a eu s'est installée une coalition qui s'appelait Concertation pour la démocratie, qui réunissait les socialistes, le PPD, qui est un parti fait de plusieurs d'autres partis, de parti radical et de la démocratie chrétienne. Et il a une particularité que ce parti, à l'intérieur d'elle, il y a
les classes populaires et la bourgeoisie. Ils sont plutôt rassemblés par les mots chrétiens, christianes. Hein? Donc, ceux qui la soutiennent toujours, c'est les Allemands, la démocratie chrétienne allemande, le CD. Et donc, mais bon, aujourd'hui, il est un peu descendu de son pédestal. Mais cette explosion sociale, elle a mis aussi à lumière les 30 ans d'abus, de corruption et de répression. Tout ça s'est rassemblé petit à petit et ça a provoqué. Vous savez que le début de cette manifestation, c'est l'augmentation de 30 personnes de tickets de métro. Et c'est le transport le plus utilisé par les étudiants, par les travailleurs. Voilà. Et la consigne, parce qu'on est très bon pour les consignes, il a dit, ce n'est pas les 30 pesos, c'est les 30 ans. C'est après la dictature s'est finie officiellement en mars 1990 avec l'ascension de M. Patricio Elwin. Et après, on ajoute 30 ans, on arrive à 2000 quelques. Donc, tout ça, il a eu un ras-le-bol général. Et comme on dit ici, c'est la goutte qui a rempli la vase et ça a débordé. Alors, la particularité de ce débordement, c'est qu'il n'y a pas de conduction politique, il n'y a pas de leader, il n'y a aucun parti à la tête. Et le Parti communiste, parce que je concentrais beaucoup de l'intervention sur ça, et je crois qu'intelligemment, il a décidé de ne pas sortir les drapeaux du parti. Il a laissé que le mouvement prenne son ampleur et qu'on puisse travailler ensuite. Voilà. Les revendications qui sont apparues, c'est l'éducation gratuite, fin de fonds de pension, la FP, la santé gratuite, c'était toutes les grandes revendications, l'habitation, etc. Et pendant les premiers 15 jours, il n'y avait rien sur la Constitution. Donc, la revendication que portait une bonne partie de la gauche non alignée dans des partis et le Parti communiste chilien, c'était changer la Constitution. Donc, c'est la 14e revendication de ce mouvement social qui finalement s'est renversé et c'est devenu la première. Et c'est évident. Pour moi, c'était évident. Quand j'ai vécu là-bas et après j'allais en vacances, quand on m'a autorisé à rentrer, j'étais interdit de séjour au Chili pendant de longues années, 11 ou 12 ans. Je suis revenu après pour savoir si je pouvais encore vivre dans mon pays d'origine. Ça semblait au niveau monétaire, ça allait, parce que je suis arrivé avec un doctorat sur le bras et je trouvais facilement du travail dans 2 universités. Ma femme, qui était française, elle a pu avoir un poste à l'Alliance française, donc elle a récupéré son salaire français. Et donc, au niveau, si on avait compté que l'argent, on aurait vécu tranquillement. Mais sauf que le pays n'était plus le même, pas du tout. Et on ne se sentait pas bien à un moment donné. On a dit, bon, alors on va pas. Moi, j'aurais perdu 18 ans de cotisation en France. Donc, après, quand on a un peu d'âge, on dit, quand on est jeune, on s'en fout de la retraite, on fait plein de choses. Et à un moment donné, on dit, je commence à vieillir, je m'approche de l'âge de la retraite et puis je n'ai pas bien cotisé. Donc, et ce que je disais, c'est que ce mouvement n'existait pas quand j'étais. Il n'y avait pas aucune revendication, les gens ils subissaient, parce qu'on avait tellement décoré ce système néolibéral où tout le monde peut gagner de l'argent, et tout, on gagnait facilement de l'argent, et que ça semblait une bonne sortie de la dictature. Sauf que c'est la dictature qui l'avait imposé. Le modèle a fait venir le Chicago Boys, il a dit voilà, je m'occupe de la sécurité, du contrôle de la population, et vous installez le système économique. Donc après, c'était très difficile parce qu'il y avait les vitrines pleines, qui ont développé l'obtention des cartes de crédit dans tous les magasins du pays. Donc, il y avait un surrisson de cartes. Ils payaient rien du tout. Ils payaient une paire de chaussures de 40 € en un an, en 12 mois.
Donc, ils sont tombés dans ces pièges. Je me suis dit, mais non, on ne peut pas possible. Quand je vais aller avec ma famille, mes enfants au restaurant, et c'est combien de mensualités quand je paye à la fin? Mais non, vous payez, c'est tout. Je n'ai pas l'habitude de payer un repas avec ma famille en mensualité. Mais, donc, pour nous, tout ça, c'était étonnant. Donc, je travaillais dans une université avec le journalisme, des cours de théorie de la communication. Et dans une autre université, j'étais responsable de formation de communication sociale. Donc, je me rendais bien compte en faisant mes cours, en mettant les modèles, en expliquant les modèles de communication, qu'au Chili, ça marchait parfaitement pour tromper les gens sur les possibilités de ce modèle. Donc, on gagnait facilement de l'argent, surtout quand on est corrompu. Là, je les avais dit, je me rappelle toujours mes derniers repas avec les collègues quand je devais essayer de rentrer. Je dis, écoutez, moi, je pars très content, j'ai passé 4 ans ici, je découvre plein de choses. Ça a été très bénéfique pour moi, mais je quand même observé ici, aujourd'hui, ici au Chili, il est très facile de mettre la main dans la caisse. Une fois qu'on a mis la main dans la caisse, on ne peut plus rien revendiquer. Vous voyez, c'était un peu la contrepartie. OK, je participe dans cette combine de gagner l'argent facilement, mais après, je ne peux pas, je ne peux pas revendiquer mes droits, mon honnêteté, etc. Donc, les mouvements sociaux se sont développés à partir de l'année 2000. C'était 10 ans après le premier gouvernement de la transition. Et curieusement, il s'est développé dans ce qu'on attendait le moins, le lycéen. Le mouvement des lycéens, il a commencé à bouger parce que pour une raison très simple. L'éducation n'était pas gratuite, était payante. Toute, depuis la maternelle jusqu'à l'université. Donc, les enfants, c'était des enfants. Au lycée, on a quoi, entre 14 ans et 18 ans. Et ils se sont rendus compte que ses parents n'arrivaient pas à payer. Donc, ils ont commencé à recruter par là, c'est pas possible. Il faut que la qualité de l'enseignement s'était réduite, puisque n'importe qui pouvait donner des cours. Quand je dis n'importe qui, c'est vraiment n'importe qui. Quelqu'un qui était journaliste ou, je ne sais pas, technicien, mais qui n'avait pas les titres. Si on obtient des titres chez les professeurs, et puis, je suis bien pour les maths, je peux donner des cours de maths. Moi, je connais bien l'histoire, je peux donner des cours d'histoire. Et ces gens-là étaient payés avec l'argent qu'ils recevaient pour les mensualités de cette année. Donc, la qualité, elle a perdu. Et ces jeunes-là, ils demandaient éducation de qualité et gratuite. Mais d'abord gratuite, ensuite de qualité. Non, et donc, ce mouvement, il a trouvé Cogrand. Ils l'ont appelé la révolution de los pingüinos, la révolution des pingouins. Parce que je lis, on va en uniforme, non? Avec pantalon gris, une veste bleue, cravate. Donc, voilà, on l'appelle le pingouin. Le pingouin. Donc, c'était la révolution des pingouins qui a mis en échec un peu le ministre de l'Éducation, il a dû démissionner, etc. Mais je me rappelle bien parce qu'un de ses représentants sont sortis à l'étranger faire un tour pour un peu de solidarité. Il y en a un qui est venu en association à Bordeaux, on l'a reçu. Je l'écoutais avec d'autres. Et on a trouvé très intéressant tout ce qu'il racontait. Mais avant de partir, je lui ai dit, écoute, tout ce que vous faites, c'est excellent. Mais quand tu dois rentrer au Chili, tu diras à tes camarades qu'il faut que vous commenciez à faire de la politique. Parce que les politiques, ils vont manger tout cru. Ouais, parce qu'il y a ça aussi. Que, si tu veux, la concertation pour la démocratie, il faut le reconnaître, il a installé une institutionnalisation du pays. On ne peut pas se sortir jusqu'à maintenant. Pour arriver à un plébiscite, pour arriver à la convention, il a fallu voter des lois d'exception au Parlement, forcées par la réalité, et qui sont à durée limitée, parce qu'une fois que tout soit passé, ils ne vont plus de valable.
Et il m'a dit oui, oui, oui. Et après, on avait un film qui s'appelait La Révolution des Pérouins. Et là, il y avait justement comment ils se sont fait embobiner par des députés ou sénateurs de la concertation, plus ou moins gentils, voilà, qui l'invitaient à prendre le thé chez eux. Et puis, il a calmé le jeu, puis il ne s'est rien passé. Ils ont obtenu des miettes. Bon, OK, ça s'est passé comme ça. Et quelques années plus tard, en 2011, donc 6 années plus tard, oui, il apparaît le mouvement des étudiants. Bon, si on est un peu intelligent, pas beaucoup, on disait qu'ils étaient au lycée là, maintenant ils sont à l'université. Et à l'université, ils sont lancés un nouveau mouvement très important, où il est apparu des figures emblématiques, entre autres Camila Vallejos, jeune communiste là, qui s'était présenté à l'élection de la Fédération des étudiants de l'Université du Chili, et c'est l'université la plus grande, sans être une grande militante, parce qu'il avait un charisme, une façon de parler, hein, et pour tout, il était belle. Donc, ça marche. Une beauté en politique, apparemment, ça marche. Je le disais à Annie, tu connais, et si tu sais, ça. Me dit, oui, mais c'est pas comme ça que ça marche la politique. Mais oui, mais au Chili, ça marche comme ça, en Amérique latine aussi. Si tu ajoutes de la qualité politique à la beauté, ça marche. Et parce que quand on est étudiant, moi j'étais étudiant, donc je sais que quand on disait notre candidat à la fédération étudiante, bon, hein, parmi les militants de jeunesse communiste, il y en avait qui étaient de beaux garçons, et puis c'est sûr qu'on ramassait beaucoup de voix seulement parce qu'il était beau, et non pas parce que. Bon, après, il avait la qualité de son capable, mais là, c'est quelque chose qui peut jouer. Et après, il y avait Jackson, qui était un étudiant de l'Université catholique, et il y avait celui qui est candidat à la présidence aujourd'hui, Gabriel Boric. C'était les trois, plus une autre fille communiste de Conception, qui conduisait ce mouvement. Mais là, ils ont eu vraiment un échec, mais tout le monde a parlé de ce mouvement. On a obtenu quand même, c'était déjà le gouvernement on a une convention de Bachelet, on a obtenu une partie de l'éducation gratuite pour une certaine classe sociale, un certain niveau de rémunération des familles, et ils ont créé le CAE, qui est un crédit appuyé par l'État, soutenu par l'État. Mais c'était quand même, il faut un crédit pour lequel on allait payer nos études. Hein, il faut penser qu'une formation moyenne au Chili, ça coûte entre 15 000 et 20 000 euros à l'année. Donc, on va sans dire que les classes ouvrières ne vont pas à l'université. Ça c'est laissé de côté. L'ascenseur social s'est terminé à la classe moyenne. Mais cette classe politique, et Piñera, qui est arrivé entre-temps, parce qu'il y a eu deux gouvernements démocrates chrétiens, un socialiste, un deuxième socialiste, Piñera une fois, après Bachelet 2 fois, la deuxième, Michel Bachelet 2, et après, à nouveau Piñera. C'est que la cause et la culpabilité de tout ce qui s'est passé, elle est partagée. Non? Et donc, cette histoire des crédits, ça, bon, on n'a pas perdu. Ils n'ont pas tout gagné, mais bon, ils ont gagné quelque chose. Mais surtout, ils ont gagné des consciences. Parce que du coup, là, le mouvement ne s'est pas arrêté. Il a continué à avancer. Le mouvement pour les pensions, il a augmenté aussi. Il y a eu la santé, tout le monde s'est mis un peu, mais sans conduction. Là, il faut le dire. C'est pas, par exemple, dans les choses qu'on peut raconter, je racontais beaucoup de choses comme ça. Boris, il est candidat à la présidence de la Fédération des étudiants de l'Université de Chili. Premier tour, il n'est pas gagnant. C'est toujours Camila Vallejo qui gagne, mais il s'allie à la droite pour battre Vallejos. Bon, aujourd'hui, même la Camila dit bon, c'est l'histoire ancienne, c'est l'histoire des étudiants, parce qu'il n'y avait pas de perspective politique. C'était juste syndical pour obtenir le changement.
Il se trouve que quelques années plus tard, 2016, tous les trois, ils rentrent au Parlement. Donc ça aussi, ça a soulevé un tas de critiques. Oui, voilà, ils ont servi des étudiants et maintenant ils sont au Parlement. Et comme les parlementaires chiliens, après la dictature, ils se sont fixés des salaires faramineux, un député chilien gagne 2 fois s'il gagne un député en France. Donc, ça va sans dire qu'ils sont enrichis et qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Donc, vous voyez, c'est une autre cause de cette explosion sociale qui est venue accompagner Massénaré, mais aussi parce qu'il a eu un refus catégorique de la classe politique chilienne, qui aussi a été extensible au Parti communiste. Il n'avait aucune participation dans le gouvernement. Mais c'était un parti qui existait et qui négociait pour obtenir 2 ou 3 maires dans de petites villes, aux grandes villes. Voilà. Donc, les gens, ils sont un peu. La formation politique, ils ne les amène pas à dire oui, bon, vous comprenez, il faut. Alors que le parti voulait rentrer dans cette institutionnalité, et c'était la seule façon d'apporter quelque chose au moulin pour discuter. C'est comme ça que en 2016, avec le dans le deuxième gouvernement de Bachelet, ils ont élargi la majorité présidentielle à ce qu'on appelle la majorité. Comme ça, je ne me rappelle plus comment on l'appelait. Bon. Et le parti, il a participé là, et en échange, il a obtenu 3 ministères. Le ministère de la Femme, ils ont créé le ministère de la Femme contre les communistes, et le ministère de Planification, voilà, mais bon, je veux dire, sans reprocher comme ça, mais ils l'ont mis dans des ministères qui permettaient de gouverner le Chili. Mais ils ont fait du bon travail. Et les gens ils se rappellent parce que le secrétaire ministre du ministère de la Femme, il vient d'être élu sénatrice. Donc, tout n'a pas été fait. On va arriver aux élections, mais j'essaie de. Parce que si on ne revient pas à ça, donc c'est estallido social, il nous a placés, surtout à eux, pas nous ici, mais aux portes des changements radicaux de société. Parce que l'idée centrale, c'est finir avec le néolibéralisme, y compris le candidat qu'on a, qui ne vient pas d'une classe révolutionnaire. Ça, c'est un fils d'une famille croate qui est arrivé en Antarctique et qui est venu étudier à Santiago, parce que évidemment là-bas, il n'y a pas d'université, qui a fait le premier pas dans la politique de la démocratie chrétienne et qui petit à petit s'est radicalisé. Mais il a passé par plusieurs partis. Hein. C'est ça qu'on le reproche souvent, parce que là où il est maintenant, il est arrivé après avoir passé par. Je crois que moi, je l'ai connu quand il était dans ce qu'on s'appelait Izquierda Libertaria, plutôt anarchiste, qui est venu après la Révolution démocratique avec Jackson, l'autre dirigeant là, et qui finalement, ils sont créés un nouveau parti, un petit parti, qui s'appelle Convergence sociale. Voilà. Mais il a continué, lui, comme personne, il a grandi, voilà, il s'est placé jusqu'à gagner les élections primaires qui ont eu lieu au mois de juillet, là, où il a gagné contre le candidat communiste Daniel Jadot, que tout le monde donnait gagnant. Bon, la réalité, c'est pas ça. Alors, mais je crois que pour bien comprendre tout, je vais essayer de trouver vite, il faut qu'on revienne un peu en arrière. Après la chute de l'Union soviétique, en 1990, c'était la sortie de la dictature au Chili. Donc, le communiste pouvait vendre très mal le non-communiste à ce moment-là. Donc, ils ont participé au plébiscite de non,
qui avait organisé Pinochet, que si c'était oui, il restait 8 ans de plus. Et s'il perdait le non, il partait, il organisait de l'élection l'année d'après. Ce qu'il a fait en 89. Et la prise de pouvoir, c'était en mars 90. Et c'est par là que l'Union soviétique disparaît. L'année d'avant, c'est le mur de Berlin qui est tombé. Donc, ça a été difficile pour les communistes d'expliquer que le bon choix, c'était de venir au Parti communiste. On suit quand même l'actualité. Donc, mais bon, et pendant 15 ans, il n'y a pas eu aucune participation des communistes dans le. Et c'est juste après ces 15 ans que s'ouvre un peu la fenêtre quand ils participent à cette coalition qu'on appelait majorité présidentielle et entre au gouvernement. C'était déjà un grand pas. L'entrée au gouvernement avec 3 députés. Mais le problème, c'est vous voyez, c'est que ce n'était pas les 3 maires et les 3 députés. C'est qu'il y avait quand même 1 million de voix. Parce que, entre autres, la constitution de Pinochet, qui avait été très, très bien écrite par lui qui l'avait conçue, Jaime Guzmán, et d'un jeune avocat d'extrême droite, voilà, il avait pensé à un système binominal. Vous savez ce que c'est le binominal, non? C'est-à-dire que, supposons il y a 2 listes. Donc, dans chaque liste, il y a 2 candidats. Il s'appelle binominal parce que si ma liste A, pour élire les 2 candidats de ma liste, il me faut doubler l'autre. Si je ne double pas la liste B, chaque liste élit 1. Donc, la droite pinochetiste était assurée pendant 30 ans d'avoir la moitié du Parlement à sa faveur. Donc, l'arrivée des communistes au gouvernement, avec des accords, il a provoqué la fin du système binominal pour que la sélection soit un peu plus, corresponde beaucoup plus à l'influence de chaque parti. Bon, voilà, je vous raconte tout ça parce que c'est vrai que quand on parle du Chili, je peux vous raconter ce qui se passe aujourd'hui, mais il faut comprendre pourquoi c'est difficile, pourquoi ça n'est pas gagné. Hein, j'ai goûté là, mais je suis d'accord avec ça, un historien qui parlait un peu à la télévision chilienne. Aujourd'hui, le Chili, c'est un archipel de revendications. La nature, la mer, l'eau, etc. L'éducation, l'hôpital. Donc, et chaque groupe, chaque revendication, autour de cette revendication, il y a beaucoup de monde, mais pas assez pour qu'on en possède à l'autre. Donc, il faut que ceux qui vont diriger le pays là, les prochains mois, ils sachent qu'il faut composer avec cet archipel d'organisations syndicales, humanitaires, citoyennes et partis. Voilà, parce que la coalition où il y a le Parti communiste, ça s'appelle Apruebo Dignidad, Approuvons la dignité. Il y a 7 partis. Hein. Il Frente Amplio, le Front large, où il y a Boris, il y a 7 autres. Vous voyez que ceux qui soutiennent la candidature de Gabriel Boric, c'est 14 partis. Je ne sais pas comment vous faites, vous, ici en France, vous composez avec 14 partis dans une coalition. Je n'ai jamais vu ça en France, mais bon, mais je dis c'est possible. Donc, ils se mettent d'accord, ils font des réunions, assemblées, voilà. Ils arrivent à se mettre d'accord sur quelques, on ne va pas laisser un programme, quelques lignes directrices pour conduire la cause. Alors, donc, je disais que depuis le coup d'État, ça a été dur pour le Parti communiste. Hein. Et là, le Parti communiste, il a percé davantage en comptant sur ses propres forces, parce que personne ne voulait aider. Ça, c'est sûr. Mais il a su rebondir. Et aux dernières élections du mois d'avril 2021, où il y a eu des élections municipales,
passer de 2 maires, voire une dizaine de maires communistes des grandes villes, y compris Santiago. La première fois de l'histoire du Chili, la maire de Santiago, c'était une jeune communiste, une jeune économiste de 30 ans. Donc, là, vous voyez, la jeunesse s'impose petit à petit, c'est que nous, les vieux, nous, on n'a rien à dire, quoi. Nous, on regarde, on donne notre opinion, mais ce n'est pas nous qui décidons. Hein. C'est une bonne chose, hein, que ce soit les jeunes qui prennent la relève. Alors, de ce qui concerne les dirigeants du Parti communiste, eux, ils pensent que, malgré la percée, la gauche en général, il est très fragmenté, je viens de vous l'expliquer, avec une base idéologique très faible. Hein? Daniel Hayes, c'est à Madrid, là, il est venu au centenaire du Parti communiste espagnol. Et si vous les demandez aux jeunes communistes et autres, qui citaient au moins 1 ou 2 œuvres de Marx, personne. Alors qu'à mon époque, dès qu'on rentrait à militer, on partait d'une école de cadre, de nous former, voilà. Après, bon, on ne s'empêchait pas de réfléchir comme nous-mêmes, mais on avait en quoi s'habiller pour réfléchir à ce qui s'est commencé à se passer au Chili. Hein. On rentrait à la JC quand Allende a gagné les élections. Et je n'ai pas voté parce qu'à l'époque, c'est les 21 ans pour voter et moi j'en avais 19. Si la jeunesse avait voté à l'époque, Allende a gagné 60% des voix sûrement. Bon, mais ils s'interrogent aussi sur le Cuba, Venezuela, les forums de Sao Paulo, si ça sort. Vous voyez, il y a des inquiétudes, mais avec une base idéologique de bas niveau, c'est compliqué. Donc là, il y a des efforts à faire. Hein. On a commencé à penser à ça, mais donc, s'ils n'ont pas lu Marx, ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de motivation, c'est que c'est pour l'ignorance. Je crois que beaucoup ils ne savaient même pas qui c'est Karl Marx. Hein. Et ça, c'est la réalité. J'ai un camarade qui était avec moi, maintenant il est plus vieux que moi, mais il m'a dit qu'on était à partir parler de la campagne. Il me dit il est jeune, tu le parles d'Allende, il ne savait même pas qui c'est Allende. Vous voyez, nous, on est toujours dans cette actualité, mais 40 ans après le coup d'État, ou 46 ans après, tous les jeunes qui sont dans les manifs, ils n'étaient même pas nés quand Allende était élu, ils n'étaient même pas nés quand Pinochet est parti, ils n'étaient même pas nés quand il y a eu le premier gouvernement de la démocratie, ils sont nés en transition, ils n'étaient pas non plus dans la démocratie. Mais donc, à mon avis, il faut qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas dans la démocratie. Ils sont dans le néolibéralisme économique et social et non pas dans la démocratie. Parce que tout ça a été confisqué par cette constitution. Moi, je me suis fait engueuler plus de fois parce que je me suis dit, si vous ne changez la constitution, vous ne changerez rien. Oui, tu ne comprends rien et puis tu vis là-bas, tu vis pas ici. Bon, moi, c'est vrai, je vis en France, mais je me permets quand même de vous dire que si vous ne changez pas la constitution, vous n'avez pas avancé. Et maintenant, quand c'est passé ce qui s'est passé, je téléphone, là, dans WhatsApp, c'est gratuit, là. Je dis alors, tu me dis toujours que j'avais pas raison, que je te disais qu'il fallait changer la constitution. Oui, mais tu comprends, voilà, je sais. Quand tu vis là-bas et que tu vis avec les salaires qu'on payait, voilà, c'est pour ça que je dis que je vivais bien, mais je gagnais un bon salaire. Donc, je n'avais pas de problème de fin de mois. Mais ceux qui gagnaient un tiers de mois ou la moitié que moi, mais eux, ils avaient des problèmes pour finir le mois. Donc, la vision de la démocratie, de la société, tout ça, elle n'est pas du tout la même. C'est que moi qui gagnais beaucoup d'argent, je lui disais, oui, il faut se battre, il faut faire. Je faisais la révolution par procuration, oui, parce que c'est lui qui allait rester, parce que j'avais décidé de rentrer. Donc, alors, je vais quand même citer, comme je suis pas de Marx, je vais quand même dire quelque chose, parce que je vais sortir pour savoir comment ça s'est développé ça, comment faire face à cette réalité, à cette nouvelle situation politique du point de vue
du parti peut être, comment c'est en retournant vers l'étude de Marx, dans la thèse numéro 8, je crois, il dit la vie sociale est en essence pratique. Tous les mystères qui deviennent la théorie, vers le mysticisme, trouveront la solution rationnelle à la pratique humaine et dans la compréhension de cette pratique. Après, ce banquier, au début, c'était l'action, dit Goethe, à la bouche de Faust. Donc, c'est l'analyse de la société. Qu'est-ce que les gens ils voulaient? Qu'est-ce qu'ils voulaient les gens? Et ça, c'est une vraie question. Discussion, je me rappelle avoir discuté avec Louis Corvalin, le secrétaire général du parti, qui a passé 30 ans au parti à la tête. Je lui ai dit, une réunion à Paris, je lui ai dit, ce serait intéressant, je sais que je ne vais pas nommer à lui, que notre secrétaire général qui veut rentrer au Chili, clandestin, mais qui s'installe dans le kiosque vente de journaux dans l'avenue piétonne de Santiago, pour qu'il voit qu'est-ce que les gens disent de la situation chilienne. Parce que d'ici, nous, on peut dire la lutte armée, on va faire ceci, on va faire cela, il faut que les syndicats. Mais il faut dire qu'après le coup d'État, Pinochet a démantelé tous les partis politiques interdits, il a démantelé tous les syndicats, toute l'organisation sociale était sous contrôle des militaires. À la tête de l'université, il n'y avait pas de civils. La dictature a placé des militaires à la tête de l'université pendant 5 ou 6 ans, ou plus. Donc, vous voyez, c'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre comment il fallait sortir. Donc, il fallait étudier la société, écouter ce que les gens disaient et provoquer le changement. Voilà. Donc, la théorie et la pratique révolutionnaire doivent se réaliser dans la vie, dans l'activité humaine, et seulement quand elles peuvent se concevoir et se comprendre comme pratiques révolutionnaires. Le marxisme, comme théorie, n'invente pas les idéaux sociaux, il les découvre en recherchant dans la réalité même, les tendances de son propre développement. Il suit à générer les conditions pour la libération définitive des classes exploitées dans leur hiérarchie financière dans le capitalisme. Voilà ce que dit Marx. Le succès en politique dépend de l'important pourcentage de vision théorique, et ceci signifie une analyse correcte des besoins objectifs, des conditions sociales et de l'expérience de la lutte sociale. Voilà. Je dis ça parce qu'on était, nous, très à cheval sur la théorie de Marx, pour essayer de trouver des réponses qui étaient adaptées au Chili. Hein? Moi, les plus vieux se souviendront que quand Allende a pris le pouvoir pour aller vers le socialisme, il a dit que ça sera le socialisme avec empanada et un verre de vin rouge. C'est un peu le plat traditionnel chilien, l'empanada et le vin rouge. Ça, c'est pour dire qu'on ne prenait exemple sur personne d'autre, ni sur les Cubains, ni sur les Soviétiques, ni sur les Chinois, enfin, le fait que nous étions capables de concevoir cette nouvelle société qui allait vers le socialisme, mais d'une autre façon que celle qui était. Alors, comment se concrétise cette approche théorique au Chili à partir des années 2000? Je viens d'expliquer que le coup d'État il a anéanti la gauche. Le Parti communiste il a perdu 2 directions qui sont aujourd'hui dans la liste disparue. La jeunesse communiste il a perdu une bonne partie aussi. Et à la fin de la décennie de 70, après ces réflexions, le parti se laisse influencer par la lutte armée, et tant aussi cubaine que nicaraguaise, et il va former le Front patriotique Manuel Rodríguez. Donc, c'était qui a été jugé par beaucoup de gens de gauche, y compris le Parti socialiste, comme la meilleure idée du Parti communiste de toute son histoire. Parce qu'en fait, ce n'était pas la lutte armée contre le militaire, parce que ça s'était perdu d'avance, mais ils se sont formés, si, en RDA, en Soviétique, en Cuba, mais pour rentrer au Chili, pour former des groupes de défense de la population, pas d'attaque, parce qu'il n'y avait pas les moyens d'attaquer avec
2 pistolets, quelques cailloux dans le sac à dos. Donc, mais et c'est l'année 1982 que commencent les grandes protestations contre la dictature qui vont finir en 88, mais avant, en 86, vous vous rappelez, c'est le Front patriotique Manuel Rodríguez, il a presque réussi tyrannicide. Hein? Pinochet s'est sauvé à peine d'un cohete qu'il n'a pas exploité par diverses raisons. Je ne sais pas, j'étais ici en France. Donc, je pense qu'il a. Mais après cet attentat, il a accéléré les choses. Quoi, il n'a pas réussi à changer, mais accéléré. Pinochet, il dit OK, pas que lui, hein, parce qu'il y avait les Américains qui disent bon, calmer les choses. Et on a proposé donc d'organiser ce référendum. Et s'il perdait, il partait, et s'il gagnait, il restait. Donc, mais ça a été un élément intéressant dans la chute de Pinochet. Après ce retour à la démocratie, vous avez dit, les communistes n'ont pas participé au gouvernement, au camp, pendant 15 ans, mais il y a une autre version qui recueille les historiens, et c'est la démocratie chrétienne qui a mis un veto à l'accord avec le Parti communiste. Ça ne s'est pas passé comme en Espagne, qui ont accepté que le PC participe, ici non. Sinon, je crois que l'histoire de la Constitution aurait avancé un peu plus vite. Parce que c'était ça, la base. Ils ont eu du mal à comprendre tout le temps. Donc, je vous ai raconté, parmi les moments sociaux débutés en 2005, avec ampleur, je veux dire, avec les pingouins et les retraités. Les retraités, parce que c'était vraiment... Pourquoi? Parce que j'ai dit, pourquoi les retraités? Parce que je pense à mon âge. Parce que quand on était sorti de Chili, on avait 30 ans, même pas. Et donc, si on compte ça, le retour au Chili à la démocratie, c'était il y a 90. Ceux qui étaient adultes et qui cotisaient, ils disent oui, mais ça, la retraite arrive bientôt. Et les pensions qu'ils payaient, parce qu'entre-temps, qu'est-ce qu'ils avaient reçu? Le fonds de pension. Donc, une cotisation, on s'appelle ça l'épargne. C'est une bêtise, ça. Pourquoi qu'ils veulent encore essayer de le mettre en Espagne, ici, je ne sais pas comment ça se passe. Mais en fait, après, c'est l'administration des fonds de pension qui décide de combien d'argent on va te donner par mois et pendant combien d'années. À partir de 65 ans. Chili, c'est à 65. Maintenant, ils veulent allonger les propositions de candidats à l'extrême droite jusqu'à 85 ans. C'est une folie, mais bon, mais la proposition. Donc, ces deux-là, la jeunesse et les vieux, ils se sont mis d'accord, ils sont partis à protester dans la rue. Il y a eu dans cette protestation beaucoup de morts aussi. Cette première bataille des pingouins se termine avec, mis à part quelques miettes lâchées, pour rien. La deuxième bataille, c'est la 2011, que je vous ai déjà raconté. Celle-ci, l'indication était obligation gratuite de qualité, obtention plus facile de crédit pour pouvoir payer les mensualités de l'université, tarifs de transport et de pension pour les personnes âgées. Donc déjà, on élargissait un peu le cercle de revendications. Donc la première fois apparaît avec force la dénonciation. Oui, apparaît avec force la revendication de l'État néolibéral et la nécessité d'en finir pour aller vers une société plus juste et égalitaire. Voyez, voilà, quand on dit ça, voyez, dans les langages, on ne parle plus d'aller vers le socialisme. On dit une société plus juste et plus égalitaire. Cette fois-ci, les affrontements et la police répressive seront plus importants avec beaucoup d'arrestations et de blessés. Et un chapitre à part la police chilienne. La police chilienne, s'appelle le Carabineros. Il a été créé par un autre dictateur après le Front populaire.
nous avons eu un Front populaire en même époque que les Français, que les Espagnols, en 1936. Et après lui, il y avait un dictateur dans les années 50, et lui, il a créé les carabiniers, mais qui sont nés dans une situation répressive. Donc, pas comme une police, comme on appelait ici, quand j'appelais en France, c'était les gardiens de la paix. Non, là-bas, c'était la police pour la matraque. Non, et ils se sont développés. Et pendant la dictature, Pinochet il a militarisé la police. Et du coup, ils n'obéissent à aucun patron civil. C'est eux qui décident s'il faut mettre de l'ordre ou pas. Et comment? Donc, c'est pour ça qu'il y a des vidéos, des images terribles, parce qu'ils ont créé, pas seulement la police normale, ils ont créé l'équivalent de CRS, le groupe MOI, et il y en a créé un autre, le GOPE, c'est le groupe d'opération d'urgence, et puis après, ils ont créé une spécialement pour les Mapuches, pour aller dans son territoire pour réprimer les Indiens Mapuches. Donc, nous, la seule chose qu'ils demandent de tout le monde, y compris la droite, c'est la dissolution de la police actuelle pour créer une nouvelle police qui soit formée pour la protection des citoyens, non pas pour les accabler. Voilà. Et, bon, lors de cette nouvelle vague de protestation, il surgit le problème Mapuche. Et que les Mapuches se révèlent aussi, commencent à apparaître pour demander le respect de l'article 169 de l'OIT, qui dit que n'importe quel projet projet industriel sur le territoire des Indiens, il doit être consulté avec les Indiens, chose qui ne se fait jamais. Les forestales au Chili sont en train de finir avec la terre qui est au Chili, mais bon. Donc là, vous voyez, le groupe continue à avancer. Mais déjà en 2012, 2013, et donc on approche de la solidarité des Chiliens et Chiliennes avec les Chiliens, ils comprennent pour la première fois que le problème des Chiliens, c'est aussi le problème des Mapuches. Et les Mapuches comprennent que la solution du problème des Mapuches, il passe par la solution du problème chilien. Donc, on n'est pas séparés. On est dans les mêmes bateaux. Après, on va parler d'autonomie, mais plus tard. Mais pour le moment, si on ne change pas la Constitution, qui est un toile de fond de tout ce que je vous raconte, et il n'y aura pas de solution. Alors, d'autres choses que je voulais dire, c'est que dans toutes ces luttes que je vous raconte, les militants communistes, soit de parti, soit de la jeunesse, c'était les premiers, c'était les dirigeants. Collège des professeurs, fédération d'étudiants, fédération des travailleurs du cuivre, mouvement contre la FEP, association des familles de disparus et des victimes de la dictature. Je le dis ça parce qu'il y a beaucoup de gourous chiliens en France qui nous racontent autre chose. Et à chaque fois que je suis avec un débat, je dis non, je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas laisser de côté le Parti communiste. Il ne soit que vos respects aux personnes qui se sont fait élire, pas au nom du Parti communiste, mais que tu sais très bien qu'ils étaient communistes. Donc nous, on n'est pas toujours bon pour être tête de Turc et après, personne ne nous oublie. Non, nous, on prend notre place et on va au fond. Donc, et dans tout ce moment que je vous raconte, c'était des militants communistes qui étaient à la tête de... Après, par exemple, on ne voulait pas se ternisser. Aujourd'hui, les collèges des professeurs, c'est pas de gauche, même pas des partis, mais qui est à gauche. La CUT, la Centrale Unitaire des Travailleurs, c'est le Parti socialiste qui l'appuie après une élection, mais c'est parce que la femme communiste, il a quitté la direction pour être élu à la Convention constituante. Vous voyez, à quoi s'éterniser? Camila Vallejo, il vient de ne pas être élu parce qu'il ne s'est pas présenté, parce qu'il a fait 2 mandats, il a dit, bon, je ne vais pas m'éterniser au Parlement, parce que j'ai dénoncé ça avec les autres, donc je m'en vais. Il a laissé sa place, et puis la fille qui l'a remplacé, il a été élu député. Donc, vous voyez que ce n'est pas un problème de personne maintenant, le problème
de savoir qui propose quoi. Et dans tout ça, apparaît M. Daniel Jadot, maire de la commune de Recoleta, c'est une grande commune qui est tout collée à Santiago, commune populaire, qui avait des réalisations populaires et innovantes au bénéfice des habitants, commence à devenir une figure incontournable de la politique chilienne, jusqu'à risquer d'avoir été élu le candidat de la gauche pour les élections présidentielles. Mais ce qui est intéressant de M. Daniel, qu'il démontre depuis la base de la structure institutionnelle existante qu'il est possible de faire des choses en faveur des habitants de la commune. D'accord? Et parce que c'était l'idée, c'était que l'institutionnel existe, les lois existent, et comment je file entre les lois là, pour essayer de faire quelque chose. Et parce que ces mesures sont de sens commun, je dirais. Par exemple, lui, la première chose qu'il a lancée, c'est les pharmacies populaires. Donc, qu'est-ce que c'est que les pharmacies populaires? C'est une pharmacie qu'il a créée, financée par l'ANDI, qui va négocier directement avec les laboratoires qui produisent les médicaments et qui vendent le médicament à moitié prix du commerce, ou à moins. Parce que sinon, les gens ne peuvent pas se... Les médicaments, il faut dire, ils ne sont pas remboursés au Chili. Il faut payer le prix qui coûte. Donc, lui, il négocie, il vend pharmacie populaire. Après, il a fait la bibliothèque populaire et la constructeur populaire. Il a fait construire, il a passé des accords avec des vraies entreprises d'architecture, parce que lui, il est architecte à la base. Il a des amis à l'école. Ils sont venus construire des bâtiments type HLM dans la commune et qui sont loués à un tiers de ce qui coûte dans d'autres communes. Donc, vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Ce n'est pas illégal, ce n'est pas des choses qui ne soient pas correctes par rapport à la loi, il est dans la loi chilienne. Donc, alors, ce qu'il faut dire quand même, que tous ces mouvements sociaux qui s'organisent, qui grandissent, et se développent en même temps au milieu d'une énorme méfiance vis-à-vis de la classe politique où le Parti communiste fait partie. Il est associé. Et en parallèle, depuis la droite et d'autres secteurs politiques, ils montent un anticommunisme puissant. Tout ce qui ne se ressemble pas à la droite, c'est communiste. Tout le monde a Boris, qui n'a rien à voir avec le Parti communiste, ni de loin ni de près, il est accusé de communisme. Et la consigne de candidat d'extrême droite, pour le 19 décembre, lui, c'est le choix qu'il y a le Chili pour le 19 décembre, c'est démocratie au communisme. Ça fait peur encore à ces mots communistes. Donc, expliquer que nous, on n'est pas comme ça, qu'on est des gentils, on met beaucoup de temps à expliquer ça, et les gens, ils ne croient pas. Voilà. Donc, voilà, je voulais raconter l'histoire de Jadot parce que c'est quand même intéressant. Et il a été réélu en 2016, il a été réélu en 2021 parce qu'il n'est pas présenté ni aux élections de la Convention constitutionnelle, ni aux élections parlementaires. Il est revenu à sa commune parce que de là, il est fort. Et ce qui est intéressant de ces camarades-là, il est plus transversal. Il est transversal. Il va au-delà des communistes, mais largement au-delà des communistes. Parce que ce qu'il fait dans sa commune, ce qu'il proposait comme solution pour la société chilienne, il n'était pas inscrit, pour dire ainsi, dans les programmes du Parti communiste. Je ne sais pas si le congrès 28 ou quoi qui a eu lieu au mois de décembre, il a été élu avec le comité central, il fait partie avec les filles de plus grosse majorité parce qu'on vote maintenant. Oui, il y a plein de choses. Je vais essayer de finir parce qu'il y a plein de trucs. Parce que s'adapter à l'institution chilienne est compliqué. Ça me pose des problèmes des fois parce que pendant le gouvernement de Bachelet 1,
il a fait voter une loi électorale qui impose beaucoup de choses. Par exemple, tous les membres des partis politiques, tous, hein, il faut qu'ils donnent son identité, son carnet d'identité au service électoral pour que l'inscription au parti soit valable. Bon, moi, je me suis opposé, je dis non, je ne te donne pas mes renseignements, parce que le service CERVEL, qui est dirigé par un membre de la UDI, qui est un parti de pinochetistes, je ne sais pas s'il ne va pas les donner à la police, aux militaires. Bon, non, j'ai déjà souffert pendant 2 ans. Oui, je comprends, mais tu ne comprends pas. Mais de toute façon, il faut faire avec les gens d'ici. En ce moment, le Parti communiste, il a reçu 150 000 membres. Ce n'est pas rien. Et qui sont, donc, il faut ouvrir à ça. Il faut faire des élections primaires ouvertes à tout le monde. Donc, Borges, il a gagné les primaires parce que tout le monde a voté, y compris les 3 communes dirigées par la droite, qui sont venus voter par Boris. Alors que le Parti communiste, il a fait presque 1 million de voix pour Jadwe, 43% et quelques. Et Borges, tout seul, il ne le fait pas 43%, mais avec le soutien des communes de droite, il a gagné les élections. Il y a plus d'1 million qui ont voté. Hein. Mais par les candidats à la droite, il y a eu que 160 000 personnes qui se sont déplacées. Il a élu un qui aujourd'hui n'est pas candidat parce qu'il n'a pas passé le premier tour. Vous voyez, des fois, tout seul, il y avait mes amis, il y avait Camille, ma compagne, il ne compare rien à ces pays. Il ne compare rien, il se passe 1000 choses. Il n'y a aucune logique. Comment on peut passer qu'après 18 ans de dictature, 30 ans de souffrance et de abus de corruption, le candidat électeur de droite, il est arrivé en tête, hein, 27%. Et le candidat que nous défendons et que nous, on pense qu'il va gagner, il n'a fait que 25%. Donc maintenant, nous, on est à fond pour que la plupart des Chiliens qui peuvent voter à Bordeaux, on est en train d'organiser une centaine de montées à Paris, parce qu'on n'a pas pu trouver un grand bus à louer, parce que c'est cher, pour aller voter, parce que sinon, on va perdre les élections. C'est un retour à Pinochet, quoi. C'est ça le problème. Et comme on peut imaginer, vous qui avez suivi l'histoire de Chili, je pense, imaginez qu'après tous ces 48 ans de souffrance, on va lire un gars d'extrême droite, pinochetiste, qui admire Pinochet, et qui lui-même, il est petit-fils d'un nazi réfugié au Chili après la guerre. Il a été montré, on a trouvé des traces dans les archives allemands. Donc, il dit, oui, mais au moment de l'estallido social, une semaine après que tout a éclaté, l'appel a manifesté, il a réuni, rien qu'à Santiago, 1,5 million de personnes. Plus ce qui se passe en France. Il dit, oui, quand on était, ça dit, on a gagné. Hein? Le néo-réalisme, le néo-Chili, va mourir au Chili, c'est bon, c'est dans la boîte. Pas du tout vrai. Pas du tout. Ça, c'est vrai, on a une grosse contradiction. Voilà, donc ce monsieur, il est d'origine palestinienne. Il a été président de la jeunesse palestinienne au Chili. Et il a quitté la jeunesse palestinienne le jour de la signature du traité d'Oslo. Parce qu'il n'était pas d'accord à Arafat, il a dit ça, c'est le donner du temps aux Israéliens pour qu'ils récupèrent des territoires palestiniens. Il était vrai en plus. Donc il a quitté ça, il est allé frapper à la porte du Parti communiste, mais il a eu des problèmes parce que lui, il n'a pas de formation, il a beaucoup étudié le marxisme, hein, mais lui, il a eu des conflits avec le parti parce que lui, ce n'est pas le parti qui l'a présenté à la commune. Hein. C'est lui tout seul qui s'est présenté, il a gagné, et après il a dit je suis communiste. C'est un peu comme Fidel Castro. Hein. Quand il a gagné la révolution, il n'était pas au parti. Hein. Il a adhéré au Parti communiste cubain après le triomphe de la révolution. Donc lui, bon, il n'est pas, je crois qu'il n'adhère pas non plus à toutes ces choses qui sont passées au Cuba, mais c'est le type de militants qu'on a maintenant. Donc le Parti communiste doit aujourd'hui trouver par où il va passer pour aller à l'essentiel. Donc, ce que je reproche à ces gens qui ici se disent spécialistes de l'Amérique latine et du Chili, qui écrivent dans les journaux, je ne vais pas donner les noms, mais ils ne connaissent rien au Chili.
Je lui ai dit, ah, mais tu connais rien de Chili. Tu écoutes la radio, tu écoutes la vie. Non, moi, je ne contacte pas avec le comité central du Parti communiste. J'ai mes amis de quartier, de l'université, là, et eux, ils voient les choses d'une autre façon. Mon frère, qui est un artisan, et mes neveux, ils me disent non. Mon frère m'a dit avant les élections, il me dit, c'est pas sûr qu'on gagne le premier tour. Je n'étais pas trompé. Il dit, parce que je vois, quand je travaille, je rencontre les clients, je parle avec mes ouvriers, parce qu'il a un atelier de 8 personnes. Il me dit, les gars, ils doutent, ils vivent pas dans la misère parce que je les paye comme il faut. Mais ils vivent dans le quartier populaire et eux me ramènent des notices comme quoi les gens dans les quartiers populaires, ils ne sont pas. Voilà. Donc, je ne sais pas, je vais plutôt arrêter là. Vous posez des questions si vous voulez, s'il y a des doutes. Mais la situation est complexe. Hein. Une dernière article sorti sur le journal El Siglo, sur le journal de parti, bon, il a fait un truc, les plaques tectoniques de la politique chilienne, ils ont bougé énormément tous ces derniers temps. Alors, la complexe situation politique après les élections dernières, et il est très difficile de déterminer les possibles accords et alliances. Voilà. Au départ, on croyait que personne n'allait soutenir Boris. Maintenant, le Parti socialiste, maintenant, il est plus social-démocrate qu'avant. Il a dit, OK, on va voter pour Boris. La démocratie chrétienne a fait une réunion nationale et finalement, il a dit, bon, on va soutenir Boris. Et puis, il y avait le Parti radical, pareil. Le fils de Miguel Enrique, vous connaissez, le grand militant du MIR, il n'est pas aussi de gauche que son père. Il a créé un parti, ça s'appelle PRO, Parti progressiste, et lui aussi va appeler voter Boris. Donc, on pense qu'avec tous ces gens-là, on va gagner. Mais on ne sait pas. Moi, je suis confiant, mais avec une petite virgule de. Donc, si vous voulez, c'est. Par exemple, je finis avec ça. Les élections de députés. Et l'accord de Royal PC, il a élu 37 députés, a pura dignidad. Si du Parti commun, c'est la commune, 9 de la convergence sociale, le parti de Boris, 2 Verts, 12 le Parti communiste, c'est le plus grand parti de la coalition maintenant, et 8 de Révolution démocratique, c'est l'autre Jackson. Donc, et le nouveau pacte social, où il y a la démocratie chrétienne, avec chrétienne, il n'a élu que 8. Donc maintenant, il est obligé de négocier parce qu'ils sont minoritaires. Voilà. Et après tous les restes, et le PS, il a eu 14 quand même, le Parti radical 4, le PPD, ils ont parti centre-gauche 6. Mais par contre, la droite traditionnelle, il a eu 53. Donc, vous voyez, on est loin de dire, oui, on a. Je dis tout ça parce que quand on a voté, si on changeait la Constitution ou pas, c'était approuve, j'approuve, ou je refuse. Et changer la Constitution, il a obtenu presque 80% des voix. Donc, il y a un gros problème parce que les voix, ils se baladent. D'autre part, là, dans toutes les élections, on se retrouve avec 55% d'abstention. Comme ici. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi les gens ne votent pas? Pourquoi est-ce que cette particularité qu'a la démocratie représentative, les gens ne l'utilisent pas? Et c'est quoi la solution? Parce que nous, on les pose des questions, c'est qu'ils disent non, je ne vote pas. Mais c'est quoi ta solution? Parce que pour le moment, nous, ce n'est pas jeter des cœurs, comme on a dit, on va voter par le Boris. Hein. Il y a beaucoup de camarades qui vont, on va travailler pour lui parce que je ne voulais pas dire ça, mais je le dis. C'est un peu le malmeneur. Quoi. Parce qu'après, mais par contre, c'est un jeune qui a 35 ans. Je dis oui, mais tu sais, mon grand-père qui travaillait à la campagne, il me disait que quand on plante un arbre, tu le mets à un morceau de bois droit à côté et tu l'attaches et tu le fais grandir tout droit. Ben, lui, je pense que c'est ça que j'aime bien pour le parti. Je pense que le communiste, je ne pense pas qu'il va être parti des masses au Chili.
mais ça va être en partie influent. Moi, je préfère, je l'appelais ça, devait être nous les, comment on appelle le Peter Pan et le Pepe Grillo, le petit bonhomme qui le conseille, la conscience de Pinocchio. Il dit, voilà, il faut qu'on soit nous la conscience de Pinocchio. Il dit, non, non, tu vas te tromper là. Si tu continues, tu vas tomber, bon, il vaut mieux que tu passes par là. Parce que je ne pense pas qu'on va être. On est aujourd'hui, on a rattrapé en termes de voix ce qu'on avait au moment de l'unité populaire, 17%. On n'a jamais été au-delà de 17%. Mais l'importance qu'on avait dans les décisions que prenait le gouvernement de l'Élysée était importante. Donc, je pense que c'est par là qu'il y a la solution. C'est par là qu'on devrait arriver. Et il faut écarter l'extrême droite, parce que sinon, on va revenir 50 ans en arrière. Voilà. Merci. Je m'arrête là. Ok, merci beaucoup. Une question ou deux avant qu'on passe la parole à Jean-Marie. Il y a quelqu'un qui souhaite intervenir. C'est vrai qu'il nous a communiqué beaucoup d'informations, si tu veux. On est en plein à chaud dans l'actualité. Et c'est difficile, évidemment, pour nous, comme moi de chimie, je dirais d'apporter, en tout cas, de formuler. Oui. Non, mais je suis sûr. Je voulais le dire ça. Déjà, l'information que vous avez donnée. Moi, je voulais dire en départ que l'information que je vous donnez, je ne sais pas si c'est la même que je vous donnerai dans 2 jours. Parce que tous les jours, il se passe des choses. Mais il y a plein de petits détails, toi. Et parmi les listes qui ont été présentées pour la Convention constitutionnelle, ça. Voilà. Non? Et il y avait une liste qui s'est créée, qui s'appelait la liste du peuple. Et c'est que des gens qui étaient dans la place où se passaient les événements. Il a changé de nom, il s'appelait Héros de la guerre du Pacifique. Et maintenant, il s'appelle, l'appelait Plaza Dignidad, place de la dignité. Et il y a un groupe qui s'est créé là, ils ont fait une liste pour la Convention constitutionnelle, ils sont élus 27, plus, presque autant que la liste où il y avait le parti avec tous les autres partis. Mais et après, ils ont douté, voulaient constituer un parti, finalement non. Ils ont présenté un candidat à la présidence, à la primaire, et finalement, ils ont découvert qu'ils avaient trafiqué le nom de personnes, ils avaient mis dans la liste de ceux qui soutenaient les gens qui étaient déjà morts. Pire que ça, le notaire qui signait l'acte, il était mort depuis le mois de janvier. Et donc, vous voyez, ça, il y en a un qui avait dit qu'il était malade de cancer, il se fait lire un peu dans la compassion-là, et finalement, un Dieu il a dit qu'il ne pouvait plus continuer à mentir, c'était pas vrai, il n'a jamais eu de cancer. Donc, ce sont des petites choses, mais que dans l'univers politique chilien, il te provoque des changements de position. Parce que, nous, on a fait la campagne au Chili, le Parti communiste a les mêmes propres. C'est le seul parti qui n'a pas été accusé de corruption, ni de malversation des fonds, etc. Et ça, c'est important au Chili. Parce que le refus de la classe politique, il passe par là. Une dernière chose, par exemple. Non, je vois ça. Daniel Jadot, le maire de Recoleta, était le seul homme politique qui pouvait aller à la place de la dignité sans se faire jeter des cailloux, sans être insulté par les manifestants. On ça dit quelque chose. Mais lui, il n'arrivait pas le drapeau du Parti communiste. Lui, il était celui qui conduisait, qui aidait, qui écoutait, voilà. Donc, tu vois, c'est quand même, tout ça, c'était transversal et c'est difficile à trouver les dirigeants qui vont nous amener à la victoire. Ça, c'est sûr. OK. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi. Je m'excuse d'être aussi long. Mais... Non.